Et si les légendes glamour de l'âge d'or d'Hollywood avaient pris un dernier gros plan, non pas sur pellicule, mais sur les pages de leurs propres journaux intimes? Quelles addictions cachées, liaisons interdites ou vulnérabilités douloureuses se révéleraient de ces marges tachées d'encre lorsque le verrou s'ouvrirait enfin? Ce soir, nous tournons ensemble ces pages fragiles et découvrons les vérités choquantes que ces icônes ont emportées dans leur tombe, révélées seulement après la tombée du rideau sur leur dernier acte. Greta Garbo. Peu de phrases dans n'importe quel journal intime ont provoqué autant de tourments archivistiques que le laconique regret de Garbo. Mercedes et moi partageons une obscurité qu'aucune caméra ne peut saisir. Lorsque le musée Rosenbach de Philadelphie a ouvert 87 des lettres personnelles de Garbo en 2000, la plupart adressées à la dramaturge et poétesse Mercedes de Acosta, l'image silencieuse et recluse de la star la plus mystérieuse d'Hollywood s'est fissurée. Cachés dans ces correspondances se trouvaient 181 noms d'animaux de compagnie codés, dont beaucoup ne pouvaient être déchiffrés qu'en croisant les annotations de Garbo avec les mémoires de Acosta. La collection comprenait 43 talons de billets de train soigneusement conservés entre New York et des retraites isolées, ainsi que des reçus de 46 séjours à l'hôtel réservés sous des pseudonymes. Alors que la romance avait longtemps été supposée dans les cercles de Hollywood, les témoignages émotionnels et logistiques intégrés dans ces lettres ont donné aux chercheurs ce qui se rapproche le plus d'une confirmation. Mais Garbo était plus qu'une romantique cachée. Elle était une gardienne de données obsessionnelles. Ses carnets, également trouvés à côté des lettres, contenaient des tableaux précis de son poids pendant les jours de tournage, des niveaux de pression artérielle enregistrés pendant les longues semaines de production et même des entrées curieuses comme nombre de spectateurs comptés à la première, un dessin. Une entrée particulièrement révélatrice de 1933 détaillait ses amendes totales de studio, 15 300 $ lorsqu'on ajuste pour l'inflation, accumulées pour avoir refusé des interviews promotionnelles et des apparitions publiques. Le silence coûte moins cher que les avocats, écrivait-elle, soulignant la phrase 2 fois. MGM, embarrassé et alarmé, aurait offert une grosse somme pour empêcher la publication des lettres, mais le musée a refusé. Peut-être l'entrée la plus déchirante est-elle venue le 12 mai 1937. La nuée encore. Un hiver suédois dans mon crâne. Les historiens de la santé mentale considèrent maintenant les écrits de Garbo comme une documentation précoce de ce qui pourrait avoir été une dépression chronique. Son langage, émotionnellement restreint mais perçant, a conduit les chercheurs à la redéfinir, non seulement comme une icône du cinéma, mais aussi comme une figure LGBTQ précoce, naviguant entre maladie mentale et célébrité dans une complète isolation. Joan Crawford. C'était un après-midi étouffant de juin 2024 lorsque des chercheurs de la bibliothèque Margaret Herrick ont coupé la ficelle d'un carnet de composition Maid abîmée, marqué à l'encre fanée. JC, mes yeux seulement. Ce qui a suivi fut un déferlement médiatique lorsque les pages se révélèrent être un compte-rendu brut, obsessionnel et souvent cruel du monde privé de Joan Crawford, en contraste frappant avec l'icône fabriquée par les studios de la dévotion maternelle et de l'élégance cinématographique. Le carnet contenait page après page de journaux quotidiens, des recettes au box-office écrites à l'encre rouge, des comptes de calories au point décimal près et, plus sensationnellement, des classements personnels d'actrices rivales. Davis, 8 rides, écrivait-elle. Stanwyck, 5. Faye a besoin de cours d'orage. Le mépris de Crawford pour ses contemporains ne se limitait pas à la critique. Elle a également documenté ce qu'elle percevait comme des trahisons de la part d'initiés de l'industrie, listant des noms à côté de descriptions brèves telles que « révèle des secrets aux chroniqueurs » et « rit trop longtemps aux blagues de bêtes ». 17 pages se concentraient sur une liaison secrète avec un costard de 19 ans pendant le tournage de Mildred Pierce. Les entrées comprenaient des polaroids scotchés et des reçus de virements bancaires, agrafés en dessous, des paiements effectués, semble-t-il, pour garder l'affaire secrète. Parmi les pages se trouvait également un communiqué de presse entièrement rédigé pour ses propres funérailles. Il comportait des indications scéniques, des instructions d'éclairage et la citation de clôture souhaitée. Elle est morte, comme toujours, éclairée de la gauche. L'une des révélations les plus surprenantes était le contraste entre les expériences réelles de Crawford et le livre explosif de sa fille Christina, Mommy Dearest. Alors que certaines entrées semblaient réfuter certains aspects, comme une note de célébration d'avril 1963,
Pas de cintre en fil de fer cette semaine. Victoire. D'autres ont soutenu les accusations de volatilité émotionnelle. Une lecture du pouls enregistrée après une soirée gin a atteint 140 battements par minute, noté sous la ligne. Hurler sur Elga sans raison. Le magazine People a rapporté plus de 12 millions de vues dans les 2 jours suivant la fuite du journal. Les historiens du cinéma y ont vu non pas une démolition, mais une vision plus profonde d'une femme obsédée par son image, qui craignait l'irrélevance plus que l'infamie. Le journal de Crawford montrait une femme qui ne faisait pas seulement semblant, mais qui dirigeait la scène, même dans ses moments les plus sombres. Marilyn Monroe. La sensualité détachée de Marilyn Monroe résonne toujours dans la culture pop. Mais ce sont les pensées griffonnées dans ses carnets personnels qui en disent bien plus long. Publié à titre posthume dans la collection de 2010 Fragments, ces 169 entrées de journal et morceaux déchirés de papeterie d'hôtel ont enlevé le vernis de peroxyde de la personnalité publique de Monroe, révélant le monde intérieur d'une femme oscillant entre ambition artistique, tourment mental et solitude désespérée. Une note griffonnée sur le papier de l'hôtel Waldorf Astoria indique « 32 photographes de presse dehors à 6h17 du matin. Souris quand même. » Une autre inclut un calcul de dosage de Séconal, 1,5 comprimé 3 fois par jour, suivi d'un cœur dessiné à la main, fendu en deux. L'écriture de Monroe se détériorait souvent lors de moments d'intensité émotionnelle. Les experts ont plus tard établi un lien entre cela et sa dépendance croissante au barbiturique et ses séances de thérapie erratique. Les découvertes les plus choquantes étaient 9 lettres non envoyées. L'une suppliait Jody Maggio « S'il te plaît, ramène-moi à la maison ». Une autre avertissait le président John F. Kennedy « Vous risquez la pitié de l'histoire si vous oubliez vos promesses ». Mais la plus obsédante était adressée à elle-même. « Garde la lumière allumée. Les monstres détestent la lumière ». L'analyse d'encre médico-légale a révélé que sa dernière entrée. La peur est une pièce sans porte a été écrit moins de 36 heures avant sa mort, en août 1962. À côté du tourment psychologique, les journaux intimes contenaient également des commentaires sociaux acerbes. Dans une entrée, elle note que Robert Mitchum a gagné 175 000 $ pour River of No Return, alors qu'elle a gagné 100 000 $. Souris quand même, a-t-elle écrit à côté. Une phrase souvent citée parmi les biographes et les historiennes féministes. Les journaux confirment également que Monroe avait été diagnostiquée avec des sautes d'humeur cyclotimiques, un terme qui aujourd'hui relèverait du trouble bipolaire. Ces écrits offrent non seulement un aperçu de la douleur du symbole sexuel, mais aussi de sa profonde conscience de soi. « Je sais que je suis une fiction pour eux », écrivait-elle. Mais je dois vivre dans la non-fiction. Le monde voulait un fantasme, et Marilyn le leur a donné. Mais Norma Jean, la fille derrière les paillettes, occupait son temps à écrire sa vérité à la plume. Vivien Leigh. L'élégance à l'écran de Vivien Leigh, immortalisée dans des rôles comme Scarlett O'Hara et Blanche Dubois, cachait une vie mesurée méticuleusement dans les marges. Lorsque le Victoria and Albert Museum a acquis son vaste archive en 2013, ils ont trouvé un véritable trésor de 7500 objets personnels, y compris des lettres, des photographies et, surtout, des journaux intimes datant de son adolescence jusqu'à quelques jours avant sa mort en 1967. L'une des entrées les plus célèbres date du 10 juin 1937. Diali Holman, partie avec Larry, a-t-elle écrit, marquant le jour où elle a mis fin à son mariage et a commencé la relation tumultueuse avec Laurence Olivier. Cette entrée est devenue une pierre angulaire pour les biographes retraçant la trajectoire de sa vie personnelle et professionnelle. Ce qui a émergé était le portrait d'une femme, essayant de maintenir le contrôle dans un monde de plus en plus chaotique. Les journaux documentent 22 épisodes maniaques et 5 crises dépressives majeures. Elle utilisait souvent des symboles codés pour suivre son état mental, confirmé plus tard par les dossiers médicaux comme étant cohérent avec ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble bipolaire. Pendant le tournage tumultueux de Elephant Walk, Lee a écrit la phrase glaçante « Vu des tigres aujourd'hui et des tigres à l'intérieur ». Elle a finalement été remplacée par Elizabeth Taylor à cause d'une crise. Un autre aspect révélateur de sa psyché était son obsession pour les métriques. Elle notait chaque première nuit d'après l'intensité des applaudissements, de 1 à 10, et calculait même l'acoustique des différents théâtres. Sur le plan financier, elle était tout aussi méticuleuse. Une guerre
Le registre énumère 54 220 livres en achat personnel, soit environ 2 400 000 livres aujourd'hui, aux côtés de dividendes mensuels, de cachets d'acteurs et de reçus de dons. Une entrée de 1949 analysant la prestation scénique d'Olivier indique: Le baiser d'Hamlet, 68% scène, 32% mien. Ses calculs personnels d'intimité brouillaient les lignes entre performance et passion, soulignant combien de son vrai moi était perdu dans les rôles que les autres lui confiaient. Alors que les applaudissements publics augmentaient, la voix de Vivien Leigh devenait plus statistique, plus clinique, comme si des données pouvaient la sauver de la ruine émotionnelle. Derrière le glamour primé aux Oscars, se cachait une femme, mesurant sa santé mentale par le volume d'une ovation debout. Rock Hudson. Le monde a appris pour la première fois que Rock Hudson mourait du sida en juillet 1985. Un moment qui a choqué non seulement Hollywood, mais aussi le public américain. Pourtant, son journal personnel de Paris, une collection de 56 pages manuscrites rapportées en secret par une infirmière après son effondrement au Ritz, révèle que Hudson connaissait la vérité depuis bien plus longtemps et tenait des registres minutieux de son déclin. L'une des premières pages commence par un détachement clinique marqué: un globule blanc, 17, poids, 143 livres. Honte, incommensurable. Ce n'étaient pas des gribouillis aléatoires. Le journal sert de compte-rendu détaillé des symptômes médicaux, y compris des traitements médicamenteux avant le cœur, des réactions aux traitements expérimentaux à l'AZT, et du fardeau émotionnel de cacher sa maladie. Il a même inclus un tableau comparant les indemnités d'assurance des studios à la perte potentielle de carrière, s'il rendait publique sa situation, un calcul tragique que seul un initié d'Hollywood pouvait faire. Les notes en marge en disent long. Appelé Doris Day, voix va craquer. Lit-on dans l'une d'elles, se référant à son ami de longue date et co-vedette. Une autre entrée documente une rencontre secrète en 1963 avec Ronald Reagan lors d'un gala de charité. Ron a souri comme s'il ne savait pas, a écrit Hudson, suggérant que l'ancien acteur, devenu politicien, s'était discrètement distancié des rumeurs qui entouraient la vie personnelle de Hudson. Ce qui a surpris à la fois les fans et les historiens, ce sont les notes sur ses efforts pour maintenir une image hétérosexuelle. Il a décrit l'organisation de 38 séances photos mises en scène avec diverses actrices sur 2 décennies pour éviter les questions sur sa sexualité. Le documentaire de HBO de 2023, All That Heaven Allows, présentait des reconstitutions dramatiques de ses entrées, donnant voix à ce qu'Hudson appelait « vivre en travesti à la 3e personne ». Elizabeth Taylor. La Blue Room d'Elizabeth Taylor était légendaire parmi ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec elle. Une suite ressemblant à un coffre-fort dans son manoir de Bel-Air, on disait qu'elle abritait ses trésors les plus personnels. Bijoux, lettres d'amour, scénarios, et comme révélé après sa mort en 2011, plus de 7000 pages d'entrées de journal intime. En 2022, la biographe Kate Anderson Brower a obtenu un accès sans précédent. Ce qu'elle a découvert n'étaient pas les réflexions d'une diva, mais des registres d'une femme qui tenait des comptes précis d'une vie, vécue à la fois sous les projecteurs et dans la douleur privée. La première entrée du tournage tumultueux de Cléopâtre dit « Budget à 2 millions de dollars ». Ça sent déjà le pharaon, non. À la fin du tournage, Taylor avait consigné chaque dépassement majeur, notant comment le coût final avait explosé à 44 millions de dollars, une somme stupéfiante pour l'époque. Dans les marges, elle griffonnait des esquisses du diamant Krupp avant de le posséder. Légendé. Un jour, prédisant le joyau mondialement célèbre que Richard Burton lui offrirait plus tard. Les journaux intimes couvraient ces 8 mariages avec une précision extraordinaire. Richard Burton apparaît 1392 fois. Son dernier mari, Larry Fortensky, seulement 27. Elle a documenté les disputes, les réconciliations, et même les évaluations de bijoux à côté des scores émotionnels. Niveau de dispute, 6 sur 10. Champagne de récupération égale Krug, 2 verres. Son combat contre la dépendance est également révélé. Après sa trachéotomie en 1961, Taylor consigne chaque injection de Demerol avec l'heure et des évaluations de douleur. Une entrée remarquable de 1985 détaille ses efforts personnels pour collecter des fonds pour la recherche sur le sida. 17 appels, 47 millions de dollars promis, sans compter le chèque de Sinatra. Son engagement n'était pas abstrait. Elle contrôlait son propre impact jusqu'au dernier dollar. Les journaux abordent également l'inégalité à Hollywood.
Un tableau comparatif oppose son salaire pour Cléopâtre, 1 million de dollars, au cachet d'Audrey Hepburn pour My Fair Lady, 750 000 dollars. À côté, elle plaisante. Désolé Audrey, trouve un volcan. Avec esprit, douleur et clarté, les journaux de Taylor la révèlent non seulement comme une icône du cinéma, mais aussi comme une négociatrice astucieuse, une toxicomane consciente d'elle-même et une philanthrope qui connaissait son pouvoir et son prix. James Dean. La mort de James Dean, à seulement 24 ans, a cimenté son image de l'ultime icône rebelle. Mais une vente aux enchères de sa succession en 2023 a changé ce récit, révélant un jeune homme profondément insécurisé et vulnérable, luttant sous le poids de son mythe. Parmi 500 artefacts personnels de la succession de son agent, Jane Deci, se trouvait un journal manuscrit de 60 pages, qui a complètement reformaté la légende de Dean. La page la plus effrayante présente un croquis à la mine de plomb de sa Porsche 550 Spider, la voiture dans laquelle il mourrait. En dessous, la légende. La vitesse n'est que prêtée. Tout au long du journal, Dean conservait une liste intitulée « Peur que je fais semblant d'être des frissons ». Une liste qui atteignait 92 en août 1955. Ces peurs incluaient l'abandon, l'exposition et l'irrélevance. Il tenait aussi un registre de rejet brutal, listant chaque rôle qu'il n'a pas obtenu, tant qu'il y aura des hommes. Pique-nique, le calice d'argent. Pour chacun, il griffonnait une colonne contre. Je leur montrerai. Cette liste est devenue plus longue que la colonne de rejet. Les historiens du cinéma ont remarqué son obsession de tout quantifier. Il traçait les tours par minute sur sa moto, ses préférences de marques de cigarettes par jour, et même envoyait des catégories de courriers de fans, Musk, Gardenia, tabac. Une révélation franche et jusque-là inconnue est la description d'une aventure en 1954 avec un dirigeant de studio échangé, comme il l'a dit, contre une Buick et une promesse. Cette seule phrase a brisé l'image de Dean en tant qu'outsider autodidacte, révélant plutôt un jeune acteur naviguant dans les mêmes jeux de pouvoir qui ont façonné tant de carrières dans le Hollywood du milieu du XXe siècle. Dans une lettre jamais envoyée au chorégraphe Jack Simmons, Dean a confessé « Le masque colle plus fort après chaque autographe. » Le journal a été vendu aux enchères pour 850 000 $, devenant l'un des journaux personnels les plus chers de l'histoire du cinéma. Plutôt que de glorifier la rébellion, les pages de Dean exposent un jeune homme calculant son héritage à l'avance, s'étouffant du prix de la célébrité avant même d'en avoir fini de la payer. Cary Grant. Cary Grant, le parangon de la masculinité suave et de la maîtrise de soi à l'écran, n'a pas laissé derrière lui des pages, mais des cassettes, des heures d'enregistrement brut et vulnérable réalisées lors de plus de 100 séances de psychothérapie assistées par LSD entre 1958 et 1961. En janvier 2024, ces 17 heures de transcription des sessions LSD ont été dévoilées des archives de la clinique Janicher, révélant la voix de Grant se briser à travers des couches de répression, d'auto-analyse et de catharsis psychédélique. Je suis la statue de ma propre publicité de studio. Regardez-moi fondre, commence-t-il dans la première session. Grant discute du traumatisme de son enfance, de l'abandon par son père, de l'institutionnalisation de sa mère, qu'il croyait morte jusqu'à l'âge adulte, et de la fragmentation identitaire permanente qui en a découlé. À un moment d'intuition hallucinatoire, il identifie 16 personnalités internes, du danseur au tailleur en passant par le garçon abandonné, puis ajoute en plaisantant « Je laisse le sûr de lui emmener Diane Cannon dîner ». Ses dossiers financiers pour les séances étaient précis, 150 $ par visite, facturé à un compte suisse discrètement intitulé « Reconstruction de soi ». Au fil des années, cela totalisait 15 000 $, soit plus de 150 000 $ en monnaie d'aujourd'hui. Pendant la session 11, il a discuté de l'organisation de fuites dans la presse pour renforcer son image de costume impeccable en tant que contre-mesure aux rumeurs d'une relation amoureuse avec l'acteur Randolph Scott. Le New York Post a publié des extraits en janvier 2024 sous le titre « Cary a trébuché 100 fois et s'est trouvé ». L'article est devenu viral, car les amateurs de cinéma ont réalisé que Grant avait été un pionnier de la thérapie assistée par psychédéliques bien avant qu'elle ne soit considérée respectable, même s'il continuait à être la vedette de succès en studio comme la mort aux trousses. Loin de ternir son image.
Les enregistrements l'ont humanisé. Grant ne simulait pas le charme, il fabriquait sa survie. À travers le prisme du LSD, il a exploré non seulement son traumatisme, mais aussi les attentes insupportables d'être Cary Grant. Son histoire réelle n'était pas écrite avec du rouge à lèvres et des rires. Elle était enregistrée entre des sanglots et des soupirs dans un microphone fixé sur sa poitrine. Judy Garland. Pour Judy Garland, la scène était à la fois un sanctuaire et un champ de bataille. Lorsqu'un petit carnet à spirale, daté de 1967, a refait surface chez Julien's Auctions en 2012, les fans s'attendaient à des anecdotes du showbiz. Ce qu'ils ont trouvé à la place était une carte pharmaceutique de survie de 9 pages. La première ligne. Une autre ouverture. Une autre dose. Les entrées ne sont pas poétiques. Elles sont cliniques. Seconal 12. Ritalin 16. Dexedrine 8. Ce n'étaient pas juste des pilules. C'étaient des alarmes, des routines, des bouées de sauvetage. Garland les notait comme une chorégraphie. Chaque comprimé était chronométré pour coïncider avec les indications du spectacle, les appels à la presse et les moments où un sourire devait sembler sans effort. Elle notait même la température des chambres d'hôtel. Idéal, 68 degrés Fahrenheit, comme si un air plus froid ou plus chaud pouvait la faire s'effondrer. Sur une page, Garland énumère ses dettes croissantes comme les lignes d'une ballade tragique. Fisc 2,125 000 $. Agent 2,60 et 11 000 $. Avance pour la garde-robe 2,34 000 $. Mais la ligne la plus dévastatrice apparaît à côté de son adresse à Londres. Le public se lève car je ne peux pas. Sa douleur physique, son épuisement mental et la pression financière transformaient chaque représentation en un acte de pure volonté. Le carnet contient également une anecdote amère, une tentative avortée de jouer dans un film avec sa fille, Liza Minnelli. Le studio veut des formulaires d'assurance plus longs que mon scénario, a-t-elle griffonné. Sa carrière était maintenant un handicap. Pourtant, même au milieu du désespoir, l'esprit de Garland brille. Un public a été évalué comme « super », a applaudi et enclé. Ses notes pleines d'esprit, parfois déchirantes, donnent du crédit à l'affirmation du biographe Gerald Clark, selon laquelle Garland ne dormait que 4 heures sur 24 et vivait dans un brouillard médicamenteux. Lorsque le cahier a été présenté en avant-première aux enchères, les offres ont rapidement dépassé 30 000 $, mettant un prix d'environ 3 300 $ sur chaque ligne manuscrite. Le journal n'était plus simplement un souvenir. C'était un registre de résilience, un journal de dépendance, et une dernière aria écrite non en chanson, mais en milligrammes. Richard Burton. Si les journaux d'Elizabeth Taylor sont des registres de négociations parsemés de bijoux, ceux de Richard Burton sont des confessions littéraires imprégnées de whisky écossais. Publié en entier en 2012 par Yale University Press, le journal de 475 000 mots de Burton est devenu l'un des récits de célébrités les plus brutes jamais publiés, couvrant l'alcoolisme, l'obsession, le génie et le naufrage émotionnel de l'amour avec Elizabeth. Le journal se lit comme un roman. Une entrée de 1966 évalue leur collection de bijoux à 5 500 000 $. Quelques lignes plus tard, Burton écrit « Regret pas à mettre en gage ». Il consigne chaque dispute avec Taylor. 25 grandes querelles documentées en prose vivante. Une dispute est suivie d'une entrée notant « Trêve au champagne, signé à 3h12 du matin » et un décompte des baisers nécessaires pour assurer la paix. Burton était un statisticien compulsif de lui-même. Il enregistrait ses variations de poids, les scores de matchs de rugby et même la température du whisky. Optimale, légèrement au-dessus du pouls du poignet. Lors d'une entrée particulièrement sombre de mars 1971, il estime son taux d'alcoolémie à 0,4 après une beuverie. Techniquement mort, acteur prétendant. Malgré cela, le journal n'implore jamais la pitié. Burton est douloureusement conscient de lui-même, se moquant souvent de ses propres excès. Lorsqu'il ne sombre pas, il se tourne vers la littérature. Il note avoir fini Tess d'Urberville, de Thomas Hardy à 3h17 du matin, pendant que Taylor ronfle. Il l'appelle « la seule noble femme que j'ai aimée, qui n'a jamais crié ». Les psychiatres ont cité le journal pour ses signes clairs de narcissisme et d'addiction. Les spécialistes littéraires, cependant, le louent comme un rare aperçu de la prose galloise moderne, brute et volcanique. Et pour les fans, c'est une histoire d'amour, une tragédie, et un miroir tourné vers l'intérieur. Ingrid Bergman. Quand Ingrid Bergman a dit « Un journal garde l'actrice »,
honnête. L'actrice rembourse en mentant au journal intime. Elle plaisantait à moitié, mais les 7000 pages conservées à l'Institut du film suédois à Stockholm suggèrent qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. En 2015, le documentaire primé à Cannes, Ingrid Bergman, In Her Own Words, a puisé dans ce trésor, révélant une femme qui chroniquait sa vie personnelle aussi méticuleusement que ses scénarios. Une seule ligne à l'âge de 12 ans dit « Je serai célèbre ». Notez ceci. À l'âge de 30 ans, elle avait joué dans Casablanca, Gaslight et Spellbound. Mais en 1947, le ton de ses journaux intimes changea radicalement. Une lettre secrète au réalisateur italien Roberto Rossellini, jamais envoyée, mais consignée et scellée, disait « Je brûle de faire des films et des enfants avec vous ». La lettre était prophétique. Dans les 2 années suivantes, Bergman quitterait son mari américain et sa jeune fille pour entamer une liaison scandaleuse avec Rossellini, lui donnant finalement 3 enfants. Les répercussions furent violentes. Ses journaux intimes enregistrent 204 éditoriaux me condamnant, 7 discours au Sénat, 0 offre de studio. En 1952, elle nota le poids de chaque valise qu'elle transporta à Rome sous un faux nom, jusqu'au demi-kilo, et créa des pseudonymes pour les registres de baptême de ses jumeaux afin d'éviter l'ingérence de la presse. Pourtant, elle a suivi sa propre rédemption avec la même précision. Après avoir remporté un Oscar pour Anastasia en 1957, elle a écrit « L'Académie pardonne, le public oublie 37%. » Une page ultérieure devient un journal de chimio. Décompte de globules blancs, horaires de radiothérapie, le tout entouré de délicates listes dessinées à la main, à noter « Pour le courage ». Les historiens considèrent ces écrits comme ceux d'un maître tacticien. Bergman ne faisait pas que survivre au scandale. Elle orchestrait son retour. Les journaux montrent une femme moins préoccupée par la célébrité que par l'héritage. Elle n'écrivait pas seulement sur ce qui s'était passé. Elle l'a mesuré, pesé, et s'est assurée que tout correspondait. Montgomery Clift. La légende de Montgomery Clift s'est longtemps centrée autour de ses performances envoûtantes et de l'accident de voiture en 1956 qui a modifié à la fois son visage et son destin. Mais en 2021, lorsque sa succession a ouvert une boîte longtemps scellée et simplement marquée « Journaux », ce qu'ils ont trouvé n'était ni une poésie de nostalgie, ni des réflexions sombres. C'était une archive clinique de déclin physique et émotionnel, compilée par Clift lui-même avec la rigueur d'un médecin de guerre. Chaque entrée commence par un horodatage, suivi d'évaluations détaillées de la douleur. Mobilité de l'œil gauche, 38% du droit. Niveau de douleur, 8,4 au déjeuner. 9,2 au moment du rideau. Ce n'étaient pas des notes occasionnelles. C'étaient des relevés quotidiens, parfois horaires. Les pages contiennent des diagrammes de lésions nerveuses et des croquis de son propre profil, annotés avec des commentaires tels que « tension croissante, affaissement de la joue visible ». Encore plus douloureuse était la section marquée « rôle perdu ». 14 entrées, chacune une production de grands studios inclus « Sur les quais » qui ferait gagner à Brando son Oscar. La note de Clift à côté indique « offert, révoqué, visage non rentable ». Il calculait méticuleusement le revenu perdu par Roger. Le décompte final, 722 800 $ en rôle perdu, équivalent à plus de 6 millions de dollars aujourd'hui. Il a également suivi sa consommation de substances avec une rigueur mathématique. Chaque pilule ou verre avait une colonne, milligrammes, heures et fonctions, douleur, sommeil, social, etc. Une entrée associe un barbiturique à un scotch. 3h12 après-midi. Première gorgée. Me sens mieux égal? Non. Me sens humain? Égal peut-être. Des lettres trouvées cachées dans une poche du journal incluent une pour Elizabeth Taylor, exprimant à la fois admiration et désespoir. Tu brilles toujours. Je ne le fais pas. Une autre n'a jamais été envoyée. Une seule phrase écrite pour lui-même. Pas détruit par le crash, détruit par le miroir. Le journal de Clift n'est pas une lamentation. C'est un registre de douleur, de rejet et de résilience. Cela recadre sa chute non pas comme une tragédie inévitable, mais comme une mort par des chiffres comptés avec une précision déchirante. Bette Davis. Bette Davis n'a jamais mâché ses mots, ni à l'écran ni sur le papier. En 2023, Sotheby's a mis aux enchères ses scripts de tournage annotés personnellement et un tas de pages de journal qui ont révélé un esprit
stylo assez tranchant pour découper du verre. Parmi les révélations, un tableau de bord de sa légendaire querelle avec Joan Crawford, inscrit au crayon dans les marges de qu'est-il arrivé à Baby Jane. Davis 1, Crawford 0, apparaît en écriture soignée à côté d'une note de répétition préliminaire. En dessous, elle documente « Joan portait des poids aux chevilles. Sabotage confirmé. » Les archives du studio ont ensuite appuyé sa déclaration selon laquelle Crawford avait pris du poids avant les scènes où Davis devait la traîner à travers le plateau. Une manœuvre mesquine, mais calculée. Davis a documenté 27 tels incidents au total. Le journal inclut également des évaluations franches de son pouvoir de star en déclin. À côté de son salaire de 1962, elle note 47% du taux de 1942. Vaut 200% de plus qu'ils ne savent. Des notes médicales dispersées détaillent son combat contre la paralysie de Bell. Mobilité faciale droite, 68%. Compensée avec l'éclairage. Elle a même inclus des schémas des angles de caméra sur lesquels elle insistait pour cacher son état. Mais peut-être que la ligne la plus poignante vient le 10 mai 1977, le jour où Crawford est décédé. Sur une page par ailleurs vierge, Davis a écrit « Le tableau de bord se casse. Le score final est incertain. » De la part de la femme qui a dit une fois « Vous ne devriez jamais dire de mal des morts. Vous ne devriez dire que du bien. » Joan Crawford est morte. Bien. Sotheby's a estimé la collection à 1 700 000 $ et elle est devenue le sujet de nombreux articles académiques sur le pouvoir des femmes dans le Hollywood du milieu du siècle. Le journal de Davis n'est pas seulement le compte-rendu d'une rivalité. C'est un plan de bataille, un dossier médical et un registre commercial réunis en un seul. Chaque soulignement et note en marge révèle un esprit qui lutte pour garder le contrôle dans une ville bâtie sur des illusions contrôlées. Charlie Chaplin. Derrière le génie burlesque de The Little Tramp, il y avait un homme qui croyait que la comédie pouvait être calculée. En 2019, le musée de Vevey en Suisse a ouvert une collection longtemps conservée des journaux personnels et des carnets de comptes de Charlie Chaplin de 1915 à 1923. Ce qu'ils ont trouvé, c'étaient des cahiers remplis d'équations, de temps chronométrés et de diagrammes méticuleux du rire. Pas de blague. Chaque croquis et scène de The Kid ou The Immigrant avait sa propre entrée. Chaplin suivait les rires comme un ingénieur, ajustant les cadences, les pauses et la durée des plans en fonction des réactions du public lors des projections tests. Il a même mesuré les rythmes respiratoires des publics dans les théâtres silencieux, notant dans un cas « inhalation collective avant la chute, synchronisée ». Au-delà de la comédie, les notes de Chaplin révèlent une profonde paranoïa politique. Il tenait une liste noire de noms étiquetés comme informateurs probables, 14 au total. Plus tard, les dossiers du FBI ont confirmé que 11 d'entre eux étaient de véritables agents gouvernementaux infiltrés dans les cercles de gauche d'Hollywood. Il a également documenté le transfert de 4 800 000 $, soit environ 78 millions de dollars aujourd'hui, vers des comptes européens discrets à partir de 1949, anticipant son exil pendant l'ère McCarthy. Une page déchirante, datée de 1952, juste avant de quitter l'Amérique pour de bon, indique simplement 43 ans en Amérique. En dessous, une liste de réalisations, chacune barrée d'une épaisse encre rouge. En 1977, peu avant sa mort, Chaplin a écrit une dernière entrée. Rire totaux générés. SD. Environ 1,89 trillion de secondes. Cela fait 60 000 ans de joie, si vous faites le calcul. Le journal de Chaplin prouve ce que peu de gens soupçonnaient, que le roi de la comédie physique était aussi l'un de ses architectes les plus obsessionnels. Chaque peau de banane, chaque faux pas, était exécuté non pas pour le chaos, mais pour la précision. Dans le monde de Chaplin, même la joie avait une formule. Rita Hayworth. Elle était surnommée la déesse de l'amour, mais les dernières années de Rita Hayworth ont été marquées par un lent déclin, non pas dans l'insignifiance, mais dans l'oubli. En 2018, lors du catalogage d'articles pour une vente aux enchères, des archivistes ont découvert un journal mince, relié en cuir, caché dans un double fond d'une trousse de maquillage. Le contenu a stupéfié à la fois les historiens et les neurologues. Un journal d'auto-observation sur 23 ans du déclin cognitif, écrit par Hayworth elle-même de 1948 à 1971. Les premières entrées sont optimistes, bien que méticuleuses.
Oubliez le nom de ce chroniqueur. Encore, ça doit être le scotch. Elle notait les trous de mémoire comme si elle consignait des défaillances de garde-robe. Mais au début des années 1960, les entrées ont pris un motif. Temps pour se rappeler l'adresse de la maison, 47 secondes. Une autre dit « mot perdu en milieu de phrase, 14 ». Elle effectuait régulièrement des tests de mémoire sur elle-même, se posant et répondant à des questions comme « quel était le deuxième prénom de mon premier mari ?» Et elle se notait sur l'exactitude et la rapidité. Hayworth suivait également ce qu'elle appelait ses statistiques de vanité. 31 mensurations corporelles prises chaque semaine avec des notes comme taille plus 0,4 cm. Désastre. Et cuisse montre le stress du tournage. Une page en 1968 note une routine de danse oubliée pendant la répétition. Chorégraphie disparue. Accuse le djinn. Pas le djinn. Sa dernière entrée cohérente en 1976 dit simplement Rita Hayworth, oubliée par Rita Hayworth, 100%. Sa fille, Yasmine Aga Khan, a révélé plus tard que le journal a aidé les médecins à identifier les symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer, qui avait été mal diagnostiquée pendant des années, comme de l'alcoolisme. Aujourd'hui, les galas Rita Hayworth pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer ont recueilli plus de 80 millions de dollars. Mais plus que de l'argent, Hayworth a laissé un témoignage clinique que peu auraient pu imaginer, celui d'une artiste témoin de sa propre désintégration. Son journal intime n'est pas juste un document. C'est un diagnostic des décennies avant que le monde apprenne son nom pour autre chose que sa beauté. Alors, que faisons-nous de ces pages autrefois cachées? Ces journaux intimes qui chuchotaient des vérités plus forts que n'importe quel gros titre. Derrière chaque photo, glamour se cachait un registre de peur, de passion, d'addiction et de désir, inscrits en privé et jamais destinés au feu de la rampe. Et pourtant, les voici, nous offrant une dernière performance, non à l'écran, mais entre les lignes. Si ces légendes nous ont appris quelque chose, c'est que la renommée peut s'effacer. Mais le papier se souvient. Quel secret vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires qu'Hollywood a essayé de cacher, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner